Voilà, bonjour à tous. Donc vous l'aurez compris, je suis un fonctionnaire fédéral, ce qui veut dire qu'à cette heure-ci, j'ai pas vraiment l'habitude de travailler. Moi, là, c'est la pause café. Donc je vais vous proposer de faire une petite présentation de l'IFA en 2 minutes de vidéo seulement. Bon, tant pis, je vais quand même... Bon, tant pis, je vais quand même devoir travailler un tout petit peu. Alors, tout ce que je vous disais simplement dans cette vidéo, et vous voyez que je maîtrise After Effects depuis quelques heures seulement, c'était simplement que l'IFA, en fait, c'est un organisme de formation de l'administration fédérale, donc c'est un organisme de formation centralisé. Nous avons environ 90 organisations clientes. Nous formons par an une trentaine de milliers de personnes, soit dans des formations certifiées, c'est-à-dire qui sont suivies par un test, soit dans des formations standards, c'est-à-dire que les personnes peuvent choisir sur base d'un catalogue, ou bien dans des formations euh, faites sur mesure, spécifiquement pour répondre à certains besoins. Dans ce récit-là, bien, le e-learning, le blended learning, qu'est-ce que ça représente? Mais en fait, c'est quelque chose de croissant chez nous. Donc, on représente maintenant plus de 10% du nombre de participations par an, c'est-à-dire entre 3000 et 4000 personnes, et ça ne fait que croître de plus en plus chaque année. La vidéo, avec le son normal, vous pourrez la retrouver sur YouTube aussi. Donc, elle est déjà sur YouTube normalement, comme ça vous verrez tout, puisque j'ai oublié un certain nombre d'éléments. J'ai oublié de préciser que notre mission à l'IFA, c'est de proposer, de créer, de fournir des formations de qualité pour que nos organisations clientes et en collaboration avec elles puissent augmenter leur degré d'efficacité et puissent développer les membres de leur personnel. Là, on peut repasser sur la présentation. Voilà, donc là, c'était la vidéo. Donc maintenant, je vais vous faire travailler vous, puisque je suis toujours fonctionnaire. Euh, alors en fait, effectivement, donc il y a des questions prioritaires auxquelles on a été confronté, enfin comme tout le monde. Et comme on l'a dit avant, on a une pyramide des âges qui est très inversée. Et donc, au moment où on a voulu se lancer dans la création d'un serious game, c'est-à-dire il y a près de 4 ans déjà, en fait, et on l'a toujours pas. Donc, je vous expliquerai un peu pourquoi. On s'est posé cette question. Alors en fait, j'ai emprunté ces questions et la typologie qui en suivra à Ben Bretz, qui est un chercheur et aussi un praticien dans le monde des serious games. Ok, encore un petit peu de vote. Donc, je vous demande. Donc, simplement, c'est une affirmation. Je vous demande de vous positionner. Les serious games conviennent à tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui peut bénéficier d'un serious game. D'accord, pas d'accord. Et je n'en ai pas la moindre idée. Et franchement, si vous êtes ici, je ne m'attends pas à ce que vous répondiez ça. Ok, on va voir les résultats. Ok, ben voilà, on a quand même une majorité assez nette de d'accord. Alors on verra que par rapport à ça, en fait, on aura différents positionnements. Deuxième question, donc on va retenir là. Donc la majorité des personnes sont plutôt d'accord que ça peut convenir à tout le monde. Ah oui, moi aussi je la tiens à l'envers la télécommande. Ah voilà, c'est ça, oui, oui. C'est marqué au-dessus, effectivement. Ouais, là j'ai été un petit peu rapide. On peut... Ah, c'est bon. Donc, il existe ou pourrait exister, ça ne veut pas dire qu'il existe déjà maintenant un serious game ou un type de jeu, en fait, élargissons un peu le débat, pour chaque objectif pédagogique. Et même, je dirais plus largement, pour n'importe quelle matière pédagogique. Alors là aussi, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, ou ne pas en avoir la moindre idée. Mais là aussi, vous me décevriez un peu. Ok, encore un petit effort. On vote, on vote, on vote. Allez, on a 100 personnes, on va voir les résultats. Oula, massivement d'accord. Donc là,
Donc vous estimez qu'on peut tout faire avec les serious games en fait. Bon, bah, évidemment, vous êtes un public particulier qui est peut-être en partie acquis. Pour être tout à fait honnête, face à un autre public de formateurs, par exemple, j'ai des résultats qui sont nettement moins tranchés à ce niveau-ci. Alors à quoi ça sert tout ça? Mais ça sert en fait un peu à se connaître soi-même et à connaître son positionnement par rapport au serious game. Donc, c'est-à-dire que vous voyez que sur cette matrice 2x2, bien, ceux qui estiment en quelque sorte qu'on peut répondre à tous les objectifs pédagogiques, et là il y avait une large majorité de personnes qui étaient d'accord avec ça, donc se situent plutôt du côté des designers, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment réfléchir à la pédagogie qui est derrière, qui à la limite sont peut-être des gens qui ont déjà travaillé sur le e-learning pur ou traditionnel, je veux dire, et qui vont envisager les choses sous l'angle des objectifs pédagogiques d'abord, avant le jeu. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait que ça convienne à tout le monde, et pour nous c'est une question qui est vraiment importante, surtout avec des personnes parfois âgées, qui sont parfois dans une position, je veux dire, hiérarchique, telle qu'ils n'ont pas toujours eu l'habitude d'être confrontés à ce genre de choses. Eh bien, dans ce cas-là, donc, si vous êtes d'accord avec le fait que ça convient à tout le monde malgré tout, mais qu'on ne peut pas tout faire avec des jeux sérieux, des serious games, mais vous êtes plutôt du côté des gamers, là. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment orientés sur l'aspect jeu. Donc que tout le monde peut jouer, que tout le monde va être intéressé par le jeu. Et puis alors il y a ceux qui essayent, et finalement c'est votre cas, puisqu'il y avait une majorité de personnes qui étaient d'accord avec les deux affirmations, mais qui essayent de bien combiner les deux en fait. C'est-à-dire d'orienter le jeu à la fois sur des objectifs pédagogiques, mais tout en n'oubliant pas du tout l'aspect ludique et l'aspect d'amusement, comme on vient d'en parler maintenant, donc l'aspect plaisir, etc. Alors chez nous, évidemment, donc, à l'Institut de formation de l'administration publique, on a dû se poser ces questions-là. Et au départ, quand j'ai lancé l'idée de faire un serious game, ben, la première réaction a été de dire il faut bien saisir le public qui va être intéressé par ça, parce qu'on a un public, vous savez, on a encore un public de personnes à former qui découvrent des PC pour la première fois. Donc voilà, ça peut peut-être paraître étonnant, mais c'est le cas chez nous, ça arrive encore. Donc, il faut réfléchir à un type de jeu qui va être facile à utiliser, etc. Alors entre 2009 et 2013, donc je vous ai dit que ça fait 4 ans qu'on réfléchit à avoir un serious game, mais il y a eu différents changements de cap qui expliquent qu'on ne l'est toujours pas actuellement. D'abord, un premier élément, c'est que, comme vous vous en souvenez, en 2010, bien, il y a eu des élections qui ont été un peu compliquées, qui ont suivi par une phase de 540 jours encore plus compliquée, etc. Et pendant laquelle tous les budgets étaient plus ou moins bloqués, ou en tout cas très difficiles à débloquer. Donc on a dû réfléchir un peu en dehors du cadre financier. Et ça m'intéressait à la présentation précédente en disant qu'on pouvait faire un serious game à 0 €. Ça va être utile pour nous. D'autre part, en réfléchissant toujours à ce serious game, notre premier objectif en fait était de se dire on va essayer de faire un serious game pour les primo-arrivants, pour les nouveaux fonctionnaires en quelque sorte. C'était notre public cible en se disant peut-être que ce public-là sera plus facile à intéresser. Et puis on s'est dit ben non, dans le fond, on prend des œillères et comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, donc vous pensez que ça peut convenir à tout le monde, donc on va élargir ce public. Même si on garde en tête ce public cible-là pour pouvoir avoir des objectifs pédagogiques un peu plus ciblés, on va quand même élargir. Et on en est venu même à la conclusion qu'on allait élargir à tout le monde. Que le serious game qu'on va créer, on ne va pas le créer uniquement pour les fonctionnaires, on va le créer pour tout un chacun qui voudrait s'y connecter. Troisièmement, notre objectif, lui par contre, il reste le même, c'est-à-dire donner un premier aperçu de l'étendue des métiers, de différentes institutions, etc., qui existent dans l'administration fédérale belge. Alors comment choisir? Mais là aussi, il fallait un certain nombre de critères. Donc, si on avait un peu éliminé ces questions d'âge, les questions d'objectifs, etc., il fallait après, bien sûr, se centrer sur les objectifs, mais ensuite se demander ce qu'on voulait en faire exactement. Alors là aussi, il y a différentes typologies qu'on peut trouver un peu partout sur les serious games, mais une première question qu'on s'est posée était de se dire, ok, on peut les utiliser pour du drill, pour de la pratique, c'est-à-dire répéter des processus, etc., jusqu'à ce qu'on les maîtrise complètement. Ou bien est-ce que c'est très lié à une situation? Est-ce qu'on veut plonger les gens dans une situation particulière afin de leur faire comprendre certaines choses à travers le jeu? Est-ce qu'on veut entraîner la réflexion? Est-ce qu'on veut entraîner la collaboration plutôt? On en a parlé dans WoW. Est-ce que nous pouvons utiliser des jeux commerciaux? Donc c'est exactement la même question que ce qui vient d'être présenté maintenant.
Alors vous verrez qu'on a une réponse un peu franche par rapport à ça, et je devrais maintenant la nuancer. Est-ce que le jeu doit coller à la réalité? Et plutôt, je vais dire, est-ce qu'il doit être réaliste? Dans le sens, bien sûr, ça n'est pas quelque chose qui existe réellement, mais est-ce qu'on doit coller à notre réalité de l'administration publique? Y a-t-il une part marketing à prendre en compte? Est-ce qu'on devrait aller vers de l'advert game? Et autre question, est-ce que plusieurs sortes de jeux pourraient répondre à nos objectifs? Alors on va essayer d'y répondre. Donc nous, on y a répondu, et en fait cette réponse n'est pas encore absolue. On y a répondu un peu rapidement. Alors, est-ce que c'est pour du drill? Non, pas le nôtre. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas à ça qu'on veut arriver. Est-ce que c'est situationnel? Oui, certainement. Puisque là, justement, on veut plonger les gens dans la situation même de l'administration et des différentes administrations. Est-ce que ça doit entraîner la réflexion et la collaboration? Ben, on le souhaiterait, on aimerait tout de même bien. Est-ce qu'on peut utiliser des jeux commerciaux? Alors là, je vais nuancer. J'ai dit non pour des raisons plus administratives, il faudrait que j'aille voir mon inspecteur des finances, etc. etc. Mais vu la présentation qui vient d'être faite, la question pourrait être posée. Le jeu doit-il coller à la réalité? Oui, ça doit être plausible. Est-ce qu'il y a une part marketing à prendre en compte? Ben oui, malgré tout. Parce que l'image de la fonction publique, évidemment, va être en jeu aussi si on l'ouvre à tout le monde. Est-ce que plusieurs sortes de jeux peuvent-ils atteindre des objectifs pédagogiques, les mêmes objectifs pédagogiques? Oui, certainement, mais en y réfléchissant différemment, probablement, en travestissant un peu le jeu, en le transformant d'une façon ou d'une autre. Alors, avec toutes ces questions et toutes ces réponses en tête, et sachant qu'on n'a toujours pas plus de budget maintenant, que depuis que nous avons un gouvernement, ben, on va de contrôle budgétaire en contrôle budgétaire avec chaque fois des réductions budgétaires, donc il nous faut des idées. Donc on était parti d'un serious game quasiment 3D, multijoueur, le rêve total pour lequel il y avait effectivement quand même un budget prévu, vers quelque chose de peut-être plus simple où on utiliserait des QR codes. Alors, comment faire? Eh bien, c'est-à-dire que plutôt que d'immerger les gens dans un environnement virtuel, on voulait mélanger le virtuel et le réel. À savoir qu'on va demander aux personnes de se déplacer physiquement dans les différentes administrations, etc., à les flasher des QR codes. Et avec ce flash, eh bien, ça les mènerait vers des quiz ou bien vers des missions à exécuter. Ces missions pouvant être en partie virtuelles ou en partie physiques, des missions réelles, qui entraîneraient aussi la collaboration puisqu'on ferait ça en groupe. Alors la question qu'on se pose maintenant, évidemment, c'est quel impact ça va-t-il avoir? Comment le mettre en œuvre? Alors la question que j'avais envie de vous poser, mais je ne l'ai pas ajoutée dans le slideshow, pensant manquer un peu de temps, c'était est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Alors si oui, levez la main. Ok, merci. Eh bien, on va se lancer alors. Merci beaucoup.